Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et je suis avec Dimitri Darche. Bonjour à tous. Et avec Céline Pêcheur. Bonjour. Qui forme Seal Games, qui est un studio qui existe depuis quelques années, quand même. Oui. Je ne veux pas vous mettre de coups de vieux, mais effectivement, à un moment donné, on a quand même mentionné le Windows Phone. Oui. Ouais. Et Mais Seal Games, c'était pas encore fondé à ce moment-là. Ok. On va dire qu'on avait les cheveux plus longs à l'époque. Et effectivement, voilà, on a un studio donc où on a deux profils très complémentaires. Céline, toi, tu es globalement la directrice artistique et la patronne de Seal Games. Oui. Et de l'autre côté, Dimitri, toi, tu es le game designer et vraiment le profil aussi tech C'est ça. de l'entreprise avec un départ sur Apple Watch, mais en réalité aussi maintenant des jeux mobiles qui sont pour fin d'année, début d'année prochaine C'est et ça. toute l'année prochaine globalement, parce Exactement. qu'il y en a quand même 4 en préparation. Oui, alors je suis pas sûre qu'ils sortiront tous l'année prochaine, mais Soyons ambitieux. ouais, Voilà, c'est ça. soyons désinvoltes. Et effectivement, ce qu'il y a, c'est que vous faites aussi de la prestation. Vous avez été très présent dans l'univers montpelliérain dans certaines étapes, en fait. Je me rappelle vous avoir vu à une soirée interformation du jeu vidéo où, en fait, c'était des étudiants et des étudiantes qui présentaient leurs prototypes. Vous avez été sur pas mal de présentations de prototypes de jeux, de discuter justement avec des étudiants de vraiment tout horizon finalement. Et c'est vrai que durant mes échanges avec François Bertrand de La Moutarde, justement, on a abordé la thématique des étudiants qui, selon les écoles, ont des projets tutorés, ont des projets de fin d'année, qui sont des projets ambitieux, ça dure plusieurs mois, ils sont des fois plus d'une dizaine à travailler sur un seul projet, ce qui en vrai devient un véritable défi. Des fois, ils approchent même de la vingtaine, un projet à 20 personnes créatifs. Je vois à vos deux têtes que effectivement, on est sur quelque chose de difficile. Des difficultés pour lesquelles des fois les étudiants et les étudiantes ne sont pas tout à fait formés, ne sont pas forcément suffisamment matures, et c'est justement le propos qu'on avait avec François. C'est super difficile pour eux parce qu'en fait ils sont placés dans des conditions qui parfois sont les pires possibles. Typiquement les devs ils sont dans une salle et eux ils sont dans une autre. Parce que c'est différentes sections. Donc en fait il se passe 20 milliards de trucs où en fait c'est des nids à conflit inévitables même si tout le monde est super motivé. Et c'est vrai que t'as pas d'armes. Et t'as pas d'armes. Et t'es pas équipé et t'as pas l'expérience pour pouvoir démêler, pour pouvoir prendre du recul sur un conflit, ça devient c'est ton clair. ennemi juré celui d'en face. C'est clair. Ouais. C'est clair, et en plus de ça, le truc c'est que ce que tu apprends dans les écoles et quand tu te confrontes au monde du travail, tu te rends compte que souvent c'est obsolète en fait, c'est déjà obsolète ce que t'apprends à l'école, surtout sur le management. Et du coup, ça c'est la partie où non seulement l'école te donne l'impression que ça va pas être fun, mais en plus elle te donne pas du tout les bonnes manières de faire, ce qui fait que tu débarques dans le monde de l'entreprise comme si t'étais tout neuf. Donc ça c'est pour ça. Moi j'adore là, par exemple j'ai un alternant avec moi en ce moment là, Clément, et il est très réceptif à ça. C'est un dev, mais il est très réceptif à tout ça. Et du coup moi ça m'éclate de le challenger aussi là-dessus. Et j'ai envie de le faire monter en compétence là-dessus parce que je vois qu'il y a du répondant en face, que je pense qu'on a amené ça de manière suffisamment attractive pour qu'il ait envie aussi lui de y aller. Et c'est vraiment agréable de pouvoir transmettre ça et de voir qu'il y a encore des gens qui y croient aussi et que ça peut être amusant et que ça peut être un truc qu'on a vraiment envie d'y aller, quoi. Pas juste en se disant ah vas-y, va falloir que je gère un projet, quel enfer. Non, c'est marrant en fait. Il y a un côté marrant. Et effectivement, on entend en plus en fond le jeu Terra Memoria, sur lequel j'étais en train de jouer, donc le dernier jeu de... Très bon jeu. Très bon jeu, hein, il est très impressionnant, puisque très ambitieux aussi. Et justement, mine de rien, François, il a ce double rapport entre le fait d'avoir son studio qui doit sortir des jeux, etc., de prendre des alternants avec effectivement le profil de Clément que moi-même j'ai eu en cours, et on a des profils qui sortent énormément et qui continuent à sortir en fait de pas mal d'écoles. Mais en même temps, effectivement, je vous voyais hocher la tête quand il parlait du fait que les écoles préparaient pas forcément en fait aux défis réel. Pour vous, en fait, si jamais vous deviez développer en fait ce propos-là,
ce serait quoi en fait le décalage qu'il existe entre les écoles spécialisées et le terrain? Alors, déjà, je dirais que chaque école est différente. Donc, ce que je dis de l'Engmin ne sera pas la même chose que ce que je dis d'une autre école. Donc, chaque élève aussi est différent. De manière générale, je dirais que le jeu vidéo est un médium extrêmement jeune où il n'y a pas les process, les technologies, etc. sont de nature à évoluer et parfois sont mal conçus. On ne sait pas faire de planning dans le jeu vidéo, que ce soit dans les AAA, dans les trucs, etc. On ne sait pas tenir des plannings. Et du coup, quand on essaie d'expliquer à la jeune génération, aux personnes, comment tenir un planning, si on n'est pas capable de le faire, on n'est pas capable de le transmettre. Par exemple, dans le marketing, il y a eu un siècle et demi d'apprentissage pour arriver un peu à élaguer, à pouvoir transmettre du savoir. Dans le jeu vidéo, on n'est clairement pas dans cette étape. Après, il y a aussi ce fait que ça paraît comme une industrie qui fait rêver, mais qu'on ne sait pas forcément par quoi attaquer. Donc du coup, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des parents qui pensent à bien, qui veulent le meilleur pour leur enfant, qui disent tiens, mon enfant veut faire des jeux vidéo, il a entendu que c'était possible, etc. Ils vont vers une école, et là, il faut que l'école soit bien intentionnée. Et que la motivation de l'école, ce ne soit pas juste de récupérer 10 000 euros pour faire de la formation, et puis après, 3 ans plus tard, te balancer dans la nature en disant, vas-y, va trouver un travail pour qu'on puisse te mettre sur notre fascicule pour dire, regardez, il y a des personnes qui travaillent de chez nous qui étaient chez Ubisoft. Toutes les écoles ne sont pas comme ça, clairement, il y a de très bonnes écoles, y compris à Montpellier, de très bons cursus publics. Cependant, il y a cet aspect un peu de jungle, où pour quelqu'un qui ne sait pas par quel bout attaquer, on peut se retrouver à se faire dévorer par l'école, par les professeurs, et puis après, par rapport aux contraintes de projet, ou créer des jeux vidéo, c'est quelque chose qui est exceptionnellement difficile. Exceptionnellement difficile, vraiment. Je mets l'accent sur ça, c'est parmi les trucs créatifs, c'est parmi les trucs les plus difficiles qu'on puisse faire, qui réclament beaucoup de compétences humaines, logistiques, de talent, d'intercommunication, etc. Et c'est normal que des personnes de 19, 20, 21 ans n'aient pas tout le bagage pour arriver à interagir avec ça. Ça arrive aussi aux gens de 30 ans, de 40 ans et de 50 ans. Donc voilà, c'est ma réponse en cours. Et toi, Céline, est-ce que tu as justement déjà eu en expérience un décalage vis-à-vis notamment des métiers artistiques, ou même de discuter avec des étudiants qui parlaient potentiellement de créer un studio, de se constituer en équipe, et toi, avec ton expérience, de se dire peut-être qu'il faut un peu recadrer? Ce que je remarque souvent, les écoles forment à faire des professionnels qui seront bons à intégrer des structures assez grandes, où les gens vont être assez spécialisés en fait, donc des structures du type Ubisoft ou ce genre de choses. Et du coup, ils vont apprendre un métier assez spécifique, et avec aussi du coup surtout dans les métiers artistiques, quelque chose d'assez, je vais pas dire formaté, mais quelque chose qui s'inscrit bien dans les tendances actuelles qu'on demande dans le jeu vidéo, et un peu nier sa propre identité d'artiste. Et au final, on se retrouve avec des profils, je dis pas que c'est tous les étudiants, mais souvent, on se retrouve avec des profils très uniformes, en fait, où c'est des super bons techniciens, il n'y a pas de problème là-dessus, ils font des concept art de fou et tout ça, mais il y a toujours l'impression que ça sort toujours un peu du même moule, et ça manque cette personnalité un petit peu. Donc ça, c'est pour les profils artistiques. Après, voilà, je pense que c'est des gens qui trouveront facilement du travail dans les entreprises de grosses structures. Par contre, je pense qu'il y aura un problème, s'ils essayent d'intégrer des studios plus indés qui demandent justement une vision artistique plus qui sort un peu des sentiers battus, ou encore pire encore s'ils veulent monter leur propre studio. Et souvent on les forme aussi à des projets qui sont des projets de grosse ampleur en fait. Là justement ce que disait François, là, des projets à 10, 15, 20 personnes en tant qu'étudiants, c'est des gros projets avec des gros scopes et tout ça. Et ils vont avoir du mal à réduire en fait. Et ils vont partir directement sur des grosses ambitions ils n'auront pas ni les compétences, le bagage en fait, l'expérience
technique et nive souvent les finances. Surtout s'ils montent, enfin des fois il y en a qui arrivent billes en tête. Je vais créer mon studio sur ce projet étudiant qu'on a fait avec les copains machin, et avec un scope qui est complètement irréaliste, qui faisait quelque chose qui est beaucoup trop gros pour eux et qui en vrai réinvente pas la roue, ne sort pas du lot et je trouve il y a manque cet ancrage dans ce que c'est la réalité du métier et un peu cette déconnexion aussi de moi en tant que créatif, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer moi. Donc voilà, c'est un peu mon avis. Ouais, c'est vrai que pour avoir été notamment vous aussi d'ailleurs jury dans des écoles, effectivement des fois on voit que la technique est présente. Chez beaucoup d'élèves en plus pour le coup effectivement les écoles savent assez bien former des techniciens et des techniciennes et le niveau est globalement très haut, enfin dans certaines écoles t'es là waouh ouais quand même déjà. Oui c'est ça, ils sortent de l'école alors il y a deux trucs, c'est ils s'en rendent pas compte. Ça c'est un truc moi en plus je fais quand j'interviens là-bas en tant que formateur, c'est marketing, communication, mais c'est aussi leur propre image des fois vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous le savez que vous faites des trucs c'est-à-dire les professionnels quand ils viennent vous voir, c'est pas un compliment qu'ils vous donnent, c'est une analyse factuelle. Et donc effectivement avec notamment cette espèce de modélisation, c'est un exemple que je donne tout le temps, un exemple d'audit TT. La voiture toute modélisée, la texture, on voit la montagne, la forêt en fond, ça fait très drôle en plus comme décor. Et en fait le truc c'est que la carrosserie en fait reflète les cailloux qui sont au sol, etc. Donc c'est magnifique. Et en fait celui qui parmi le jury qui lui dit en vrai elle est chouette ta voiture, sa spécialité c'est les surfaces sur les objets 3D. Ah oui, d'accord. Donc la réflexion, lui il est assez content de voir ça chez un élève, et l'élève de pas comprendre et de lui dire tu sais une fois que t'as la moitié de la voiture, juste tu dupliques et en fait t'as la voiture quoi. Ouais d'accord. Voilà. Mais en fait voilà, il y a une méconnaissance de ça. Et le deuxième truc c'est qu'effectivement l'école finit par former un propre écosystème où d'un coup on a déjà eu peut-être que vous avez eu des cas similaires, on a une espèce de Dark Souls-like. Oui. Donc où en fait on refait un jeu qui est déjà connu, mais plutôt que de nous le présenter comme ça, ils nous présentent ça comme une production originale, alors qu'en réalité la prouesse technique du projet là pour le coup c'était des cinématiques en temps réel sur Unreal Engine. Ce qui en vrai les cinématiques en temps réel c'est galère à faire. Et eux ils avaient fait ça. Et donc du coup c'est vrai que d'un coup on a quand même dû critiquer parce que pourquoi est-ce que vous faites un Dark Souls ? Pourquoi est-ce que vous faites un jeu qui sera forcément comparé à un jeu qui en plus est considéré comme définitif ? C'est ça. Donc c'est vrai que est-ce que vous des fois vous essayez de entre guillemets tirer l'élève de ce formatage, ou est-ce que y a un côté on laisse faire, il faut qu'ils se rendent compte par eux-mêmes ? Alors moi je suis assez fan du fait de faire des erreurs. C'est un processus qui est nécessaire dans la vie et dans le jeu vidéo plus particulièrement. On a cette maxime de fail faster, donc échouer plus rapidement. Donc le fait qu'un élève ait une vision différente du monde, du jeu vidéo que moi, c'est pas un problème, ça se trouve c'est même moi qui ai tort. Ce qui m'importe en fait, c'est de lui donner les outils pour pouvoir entrer dans la vie active et pouvoir vivre de ça. C'est que, comme disait Céline, le fait, en termes de niveau moyen, le niveau moyen des élèves est absolument incroyable. Genre, comparé à 10 ans ou il y a 20 ans, ou quand nous on est entré dans le jeu vidéo, c'est à des années. Oui, il y avait quasiment pas d'école à l'époque, donc on a appris sur le tas. Donc là, c'est vraiment fou ce qu'ils font maintenant. Mais par contre, il y a cet aspect où, ok, maintenant tu vas devoir rentrer dans l'industrie. C'est-à-dire, ça peut être des trucs aussi pragmatiques de est-ce que tu es prêt à déménager ? Quelle est ta connaissance en anglais ? Comment tu arrives à Comment, quand on te sort de ta zone de confort et que tu dois être dans un nouvel environnement avec un nouveau staff, etc., comment tu t'adaptes ? Donc en fait, c'est des tonnes de petits challenges comme ça. Puis une fois dans un projet, de comprendre que rien n'est jamais normal. C'est toujours une sorte de Jenga géant où il faut ajuster les pièces. Ce genre de compétences, ça, c'est des trucs qui les suivront toute leur carrière. Alors que utiliser Maya, utiliser ZBrush, etc., peut-être que dans 10 ans, on l'utilisera plus, je sais pas. Le fait de savoir s'intégrer dans une équipe, de ne pas être toxique, de comprendre la manière de savoir interagir avec quelqu'un et de bien parler anglais, des choses aussi simples que ça, c'est des choses qui le suivront ou la suivront toute sa carrière. Ouais, c'est vrai qu'en plus, vous, avec Seal Games, vous êtes
allé par l'expérimentation. Vous vous êtes construit justement par des expériences un petit peu, pour être tout à fait honnête, qui n'auraient pas été autorisées dans un cadre scolaire. Oui. Où on vous aurait dit, allez pas sur Apple Watch, c'est débile. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, quoi. Et effectivement, puisque personne l'a fait, le faites pas. Et effectivement, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des profils de juniors où vous avez eu justement cette adaptation rapide de la part de la personne? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir la personne en fait juste éclore de son moule scolaire? Alors, dans le cadre de la CIL, ça va être anti-junior, mais dans le cadre de la CIL, on bosse quasiment qu'avec des seniors. Vu qu'on est des petites équipes, on a besoin d'avoir une polyvalence et une autonomie. Et en plus, on a un réseau de personnes qu'on connaît, donc de manière générale, l'Apple Watch étant tellement compliqué à développer, quand on a un bon développeur, on le garde, ou quand on a quelqu'un qui est bon dans son domaine, on le garde. Cependant, dans nos travaux freelance, on a eu l'occasion de côtoyer, beaucoup de juniors. Et oui, il y a de tout. Il y a des personnes qui pourtant, à l'arrivée, n'étaient pas les plus prometteurs, mais un jour, il y a quelque chose qu'ils comprennent, avec les conseils, avec les CIS, ils ont des épiphanies, puis ils deviennent des gens qui progressent en exponentiel. Il y en a d'autres qui, des fois, je ne sais pas si c'est à cause de leur école ou comme ça, qui sont bercés, mais ils se disent que quand ils sont dans l'industrie du jeu vidéo, qu'ils vont bosser sur le prochain GTA, et quand on leur dit, non, en fait, maintenant tu vas m'équilibrer cette arme, et puis voilà. Ils disent, non, mais c'est pas ce que je voulais faire, je voulais être le directeur créatif. Il y a un peu Ouais, je sais pas si tu as été confronté à ça, Thomas, mais il y a un peu de ce truc-là. Mais généralement, en tout cas, dans ceux à qui on a pu travailler, il y a très, 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 très majoritairement une volonté de bien faire. Et à partir du moment où ils reçoivent des bons conseils et où ils jouent le jeu, généralement, ça se passe bien. Oui. C'est déjà bien qu'il y ait une bonne volonté de bien faire. C'est clair. Mais voilà, partons du principe que les gens sont... Parce que si on veut mal faire et rester dans le jeu vidéo, c'est quand même très compliqué. Je pense que si on est dans le jeu vidéo pour faire le moins possible et puis ne pas écouter les autres, etc., il y a d'autres industries qui sont peut-être plus rentables. Plus intéressantes, effectivement. Effectivement, il y a ce propos à un moment donné que vous teniez et que tu tenais, il me semble, Dimitri, c'était notamment Céline, tu disais que il y avait un côté très formaté, notamment sur le côté artistique, où finalement on sentait plus des fois la capacité en fait de l'élève à s'exprimer, et justement des fois ça faisait un peu le questionnement de oui, mais si je te mets dans une petite équipe, quel profil j'ai en réalité? Et de l'autre côté, effectivement, il y a ce côté, même avec l'envie de bien faire, de parfois ne pas réussir à pouvoir avoir quelqu'un qui peut s'adapter, qui a envie en fait d'être en dehors de sa zone de confort. Ma question, c'est justement, en termes de prestations, donc vous travaillez beaucoup avec des seniors. Ça vous est déjà arrivé de travailler avec des juniors, mais qui avaient des profils un peu particulier, on va dire. Mais justement, est-ce que, vu que vous faites aussi des prestations de conseil, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre du temps, en fait, justement, pour l'exemple que tu citais, Céline, avec un jeune studio ou avec une équipe qui avait cette idée-là, et de dire, attendez, on va s'asseoir, on va discuter. Le jeu vidéo, c'est pas si simple que ça. Ça va être difficile. Est-ce que justement, il y a eu des moments comme ça où vous êtes assis un petit peu à la table en mode de mon temps. Ça arrive des fois qu'on fasse un peu les vieux schnocks. Mais alors après, avec des juniors juste sortis de l'école, j'ai pas trop eu l'occasion. Souvent, de ce que je vois dans des jeunes studios soit ils ont eu peu d'expérience ou ils essayent de faire leur premier jeu. Souvent, je vois l'erreur de faire trop gros, trop compliqué. Typiquement, le RPG en 3D, temps réel, le truc beaucoup trop gros, qui m'a demandé beaucoup trop de temps de travail, trop de personnes. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, et des fois des gens un peu fous le font avec passion et ça fait faire des trucs cool. Ouais. Mais souvent en fait apprendre à réduire, aller à l'essentiel. Je pense que c'est une partie des leçons en fait qu'il faut inculquer. Et justement, toi Dimitri, t'as eu cette opportunité là. Parce que je sais que tu n'es pas avare ni en conseil, mais aussi en analyse factuelle, oui. Dirons-nous. Oui, totalement. Oui, alors pour le coup, généralement,
Je réponds quand on m'envoie des mails, donc du coup souvent, il fut un temps où j'étais bien référencé quand on tapait game designer, donc ça faisait que, je sais pas, 5 ou 6 fois par année, il y avait un étudiant qui m'envoyait un message pour dire bonjour, j'aimerais devenir game designer, comment je fais ? Je fais à l'école, etc. Donc j'essaye toujours de prendre le temps, parce que quand j'étais étudiant, que je voulais être dans le game design, je suis tombé sur des personnes très bienveillantes qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Donc du coup, je me suis toujours dit, tiens, renvoyons l'appareil. Comme ça, ces gens-là feront pareil, et ainsi de suite. Donc du coup, oui, quand on m'envoie un mail, je réponds avec plaisir. Par contre, je pars du principe que je suis pas là pour... s'ils me sollicitent mon avis, c'est pour une raison. Et donc du coup, être factuel, dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et des fois, si la direction me semble mauvaise, je peux me tromper, mais si elle me semble mauvaise, d'essayer de le dire avec bienveillance, mais voilà, de le dire avec bienveillance, mais de le dire quand même. Ouais, et justement, là, s'il y a des conseils justement pour la partie game design et technique d'un côté et la partie artistique de l'autre, pour des gens, des fois, ça m'arrive et il y a des gens qui peuvent nous écouter, dont ça se trouve les enfants se disent, bah tiens, voilà, au lycée ou quoi, même des fois au collège, je veux me diriger vers ça. Ils commencent par quoi ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est de se rapprocher. Il y a des tonnes d'organisations de jeux vidéo. Alors là, on est dans la religion. On est à Montpellier, donc il y a le Push Start et il y a Sud Pixel aussi, qui sont de très bonnes associations. Si vous avez un enfant ou si vous êtes un étudiant et que vous voulez faire du jeu vidéo votre métier, vous pouvez vous rapprocher. La deuxième chose, si vous voulez aller dans le jeu vidéo et que vous écoutez, je vais vous demander de bien vous rapprocher pour écouter ce que je vais dire. Faites des game jams. Qu'est-ce que c'est une game jam ? C'est des petits événements qui durent entre 48, 24 heures et un mois, ça dépend, on va dire généralement 24 heures, 72 heures, ouais. Où on se retrouve à créer des jeux vidéo avec des inconnus, généralement, ou avec des amis, en fonction d'un thème qui est choisi au hasard. C'est le meilleur moyen d'apprendre comment faire des jeux vidéo, c'est le meilleur moyen d'apprendre comment gérer des conflits interpersonnels. Et il se trouve que quand on veut faire des game jams, on peut aussi se rapprocher d'organisations. Je me rappelle d'une personne qui organisait la game jam, la game jam en janvier. Je ne sais pas si ça t'est familier, Thomas. Je suis démasqué, très bien. Mais c'est vraiment, pour le coup, pour un terme de jeu vidéo, c'est le cheat code pour faire plus de jeux. C'est que concrètement, quand on envoie un CV, quand on sort d'une école et qu'on envoie un CV, alors pour certaines grosses écoles, il y a Ubisoft et il y a d'autres studios qui viennent toquer à la porte et se servir. Pour les autres, c'est la jungle. Faut envoyer un CV, faut envoyer un portfolio, faut envoyer une lettre de motivation. Le fait d'avoir sur son portfolio 5, 10, 15 jeux qui sont fun, où la personne a véritablement contribué, qui ont été faits rapidement et dans un contexte, oui, de crise, enfin de crise pas dans le sens du terme, mais d'urgence, de le fait de dire, ok, on a 48 heures, comment on s'organise, on doit prendre des raccourcis, etc. Ça vaut le monde. Ça vaut le monde pour un recruteur, donc voilà, faites des game jams. Oui. C'est, ouais, et si vous voulez faire du jeu, faites des jeux. Voilà, c'est ça. C'est tout Exactement. simplement. Enfin... C'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus un jour, c'est quand par rapport à ça, on disait les forgerons forgent, les tennisman font du tennis, les créateurs de jeux font des jeux. Il faut faire des jeux. C'est ça. Et il n'y a jamais eu autant d'outils à disposition pour faire des jeux. Si, même en ne connaissant rien au code, il y a des logiciels comme Twine, Twine, comme ça vous n'avez pas l'excuse de ne pas savoir le nom, ou si vous commencez vendredi à le faire, le dimanche vous pourrez avoir un jeu. Donc vraiment, faire des jeux textuels, visuels, on s'en fout de la qualité, mais de mettre les mains dans le cambouis, c'est ce qui est nécessaire. Et le reste, après, ça trouvera tout à son chemin. Et justement, sur la partie artistique, on parlait du portfolio. Sur la partie artistique, si vous êtes un dessinateur, dessinez. Hein. Non, mais très très bêtement. Sur la partie artistique, par rapport au portfolio, moi je dirais justement, c'est tirer parti de vos forces. Je sais qu'on a tendance, les artistes, je l'ai fait aussi, hein, donc voilà, à admirer tel artiste et à dire j'aimerais trop faire comme lui et du coup à aller vers des styles qui nous correspondent pas forcément juste parce que ça c'est le truc qui à la mode du moment et je dis pas qu'il faut pas des fois copier ou reprendre ou ce genre de choses, que tout ça va nourrir un imaginaire, mais à un moment donné si vous avez très clairement identifié, vous n'êtes pas bon pour faire du réalisme et tout ça, n'allez pas vers ça. Si vous êtes super fort vers des rendus très comics, manga, poussez vraiment le truc à fond, vraiment à arriver à
à dégager un style qui vous est propre, une patte, une façon de vous exprimer et pas aller dans le l'envie et s'auto-flageoler à dire oh j'aimerais tellement faire ça mais j'y arrive pas, c'est trop dur. C'est peut-être juste que c'est pas vous en fait, tout simplement. Oui, il y a la différence entre le côté abandonner, le côté aller de l'avant, c'est-à-dire potentiellement il y a soit la partie technique qu'on peut acquérir, mais aussi il y a des fois on a du mal aussi à aller sur un style en particulier. C'est ça qui nous correspond juste pas en fait. Bon, en tout cas, j'espère que ces conseils trouveront preneurs et preneuses pour une prochaine génération. En tout cas, merci beaucoup Céline et Dimitri. Et cet épisode touche déjà à sa fin, mais on vous souhaite une superbe fin de journée et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. À bientôt.